Bonjour à tous, bon réveil, très belle journée à vous. Il a été question de renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. Ce mercredi à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a accordé une série d'audiences à des personnalités présentes dans notre pays pour le 27e congrès de l'Union postale universelle. On fait le point avec Éric Goré. Parmi ces personnalités reçues par Patrick Achi, 2 étaient porteuses de messages au président Alassane Ouattara. Manuel Homan, ministre angolais des télécommunications à sa sortie d'audience. C'est un message où le président a réitéré son souhait de voir les 2 peuples continuer à coopérer en bon terme pour l'avantage pour les 2 peuples et aussi pour échanger à propos de la conférence du congrès qui est en cours maintenant. Hamad Saïd Jaffa, ministre de l'économie numérique et de la poste du Comore, était également porteur de messages pour le président Alassane Ouattara. Porteur de messages de son Excellence le président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, son homologue et frère, son Excellence le président Alassane Ouattara. J'ai remis bien entendu la lettre qui m'a été confiée par notre président et à son Excellence le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. L'occasion bien entendu d'échanger aussi sur la coopération entre nos 2 pays et des liens bien entendu qui unissent nos pays depuis longtemps. L'ancien ministre français Jacques Godfrey, président de France Volontaire, a aussi été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. La relation franco-africaine, franco-ivoirienne en particulier, qui va se dessiner pour la fin du siècle. Nous sommes en début de siècle aujourd'hui. Eh bien, je ne serai probablement plus là pour le voir, mais nous savons que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de dessiner, de façonner ce que va être la fin du siècle. Ça dépend de notre volonté, de l'intelligence avec laquelle tout cela va être mené. Et nous faisons totalement confiance aux autorités ivoiriennes, à Monsieur le Premier ministre, pour que cette intelligence soit à même d'être pratique. Et pour finir cette série d'audiences en beauté, c'est la ministre ghanéenne de la communication et de la digitalisation qui a été reçue par Patrick Achi. Toutes ces audiences se sont déroulées en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara. Depuis le 5 août 2021, l'immeuble La Pyramide au Plateau fait à nouveau partie du patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire suite à un accord définitif trouvé entre les parties prenantes au litige. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, ce mercredi au terme d'une visite du bâtiment. Cheikh Koné. La bataille juridique n'aura finalement pas lieu. Les négociations ont fini par payer. La pyramide est à nouveau inscrite au livre foncier avec pour seul et unique propriétaire l'État de Côte d'Ivoire. Pour arriver à cette issue heureuse, le gouvernement a dû mettre la main à la poche. En même temps qu'il y avait la procédure judiciaire, il y avait les discussions avec la personne présumée propriétaire. Mais un accord a été trouvé et c'était notre position depuis le début. Nous savions ce qu'il avait payé à l'État de Côte d'Ivoire et c'est ce montant qui lui a été retourné. Voilà. 500 millions de francs CFA. C'est en 2015, à la faveur du projet de réhabilitation de l'édifice qu'il a été constaté dans le livre foncier que le propriétaire de la pyramide était autre que l'État de Côte d'Ivoire. Donc depuis 2008-2009, l'immeuble était inscrit au nom d'une SCI et quand l'État, après 2011-2012, a voulu réhabiliter l'immeuble, nous nous sommes rendus compte qu'il n'appartenait plus à l'État. Quelqu'un d'autre en était le détenteur, en était le propriétaire officiellement au niveau de la conservation foncière. Place désormais au projet de réhabilitation de ce joyau architectural, jadis vitrine de la ville d'Abidjan, tombé en ruine depuis quelques années. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause de cette situation. Notre volonté à nous, c'est d'aller vite. Je vous l'ai indiqué, depuis 2011, dans les priorités de réhabilitation de l'État de Côte d'Ivoire, il y avait l'immeuble La Pyramide. Et malheureusement, nous avons buté sur cet écueil juridique qui était le titre de propriété qui n'était pas au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui c'est résolu, donc il faut réengager les discussions avec les personnes qui à l'époque étaient intéressées
pour réaliser en partenariat public-privé cette réhabilitation. Peut-être même que le gouvernement recommandera que nous partions dans une démarche plus élargie. Donc nous verrons, nous aviserons en fonction de ce que nous aurons comme consigne, comme instruction de nos premiers responsables. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller le plus vite possible dans la réhabilitation de ce bâtiment. La pyramide du plateau, inspirée de l'histoire des pyramides d'Égypte, a été conçue par l'architecte italien Rinaldo Olivieri. L'immeuble de type R+14 est bâti sur une parcelle de 4072 m². Des caméras de surveillance aux différents postes frontières. Ce système de sûreté a pour objectif de faciliter le travail de recherche douanière. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a effectué une visite à la salle de contrôle installée à la direction des régimes économiques en zone portuaire. Jean-Louis Gwambo. Des images des postes douaniers de Takikro, Niablé et Noé à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Des images reçues et visionnées en temps réel depuis une salle logée au sein de la direction des régimes économiques des douanes Avridi à Abidjan. La salle de contrôle du système de vidéosureté, un dispositif piloté par la direction générale des douanes. Sa mission, veiller à la régularité des opérations qui se déroulent sur les postes douaniers. Ici, nous avons un échantillon du passage du véhicule. Ce logiciel-là nous donne la possibilité d'avoir un cliché, la plaque d'immatriculation, toutes les informations sur le véhicule, ainsi qu'une courte vidéo qui montre le passage du véhicule. Est-ce que nos agents de Takikro m'attendent? Un dispositif de contrôle et de sécurisation des recettes, mais surtout de modernisation de l'administration douanière que le ministre Moussa Sanogo a tenu à visiter. C'est un projet qui nous tenait à cœur, de pouvoir doter nos frontières du système de vidéosurveillance. Ça nous permet d'avoir l'exhaustivité de l'information, ça nous permet d'avoir suffisamment d'éléments pour faire des investigations douanières et in fine, ça permet quand même de renflouer les caisses de notre État. Nous avons vu un système performant avec des écrans de haute résolution et d'une grande précision qui permettent à partir d'Abidjan d'avoir au détail près ce qui se fait à la frontière à Takikro ou à Niablé et donc d'être certain en tout cas de la bonne information et de la façon dont nous on peut s'assurer que les déclarations qui nous ont été faites sont les bonnes ou bien si on a besoin de poursuivre certaines personnes, d'avoir les éléments pour pouvoir les confondre. Le projet de vidéosurveillance est actuellement à sa phase expérimentale sur la frontière est de la Côte d'Ivoire. Il devrait s'étendre sur tous les postes frontaliers douaniers du pays dans les prochains mois. Pour un partage d'expérience, 25 jeunes Ivoiriens vont se rendre en France. De même, 25 jeunes Français viendront en Côte d'Ivoire. L'expérience à partager sera centrée sur l'engagement citoyen à travers le volontariat. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministre en charge de la jeunesse et l'organisation dénommée France Volontaire. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Cette signature de convention marque l'engagement de France Volontaire aux côtés du gouvernement ivoirien dans la promotion du volontariat et de la citoyenneté au sein de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Une frange estimée à environ 77% de la population. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, et le président de France Volontaire, Jacques Godfrey, viennent de signer le protocole de partenariat pour une durée de 3 années. L'accord va porter sur 6 priorités, dont l'un des points majeurs consiste à ouvrir le dispositif volontariat de solidarité internationale à des candidats ivoiriens à la suite d'un premier engagement au titre du volontariat ivoirien. Parce que les jeunes apportent dans le domaine culturel, artistique, de la réflexion, des choses auxquelles peut-être la génération d'avant n'a pas toujours pensé. Ces jeunes sont innovants. On gagne toujours à faire s'échanger des idées entre elles, des hommes et des femmes entre eux. Pour la partie ivoirienne, c'est une avancée notable et intéressante en faveur de la promotion de la jeunesse. De façon très concrète, nous avons commencé par une phase pilote. Cette phase pilote va permettre à 50 jeunes, 25 jeunes ivoiriens et 25 jeunes français, dans le cadre d'un échange, donc de venir dans nos pays respectifs et d'être donc des volontaires qui seront placés auprès d'établissements publics et qui pourront donc partant améliorer leur employabilité, rendre service à leur communauté. Le
ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et France Volontaire s'engagent à s'investir ensemble dans le développement du volontariat international et de l'application du principe de réciprocité. Les jeunes seront encore sollicités dans cet événement. Une vingtaine d'artistes annoncés pour la 13e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé par le mythique groupe Magic System, le mythique groupe Zouglou. L'événement aura lieu à Marcory du 7 au 12 septembre prochain. Plusieurs activités vont meubler ce festival en dehors des concerts qui vont réunir des milliers de personnes. Le point de Issa Yeo. Prévu pour le mois d'avril 2020, puis reporté pour cause de pandémie à Covid-19, le FEMUA 13, Festival de musique urbaine d'Anoumabo, aura bel et bien lieu au mois de septembre 2021. Cette certitude émane du commissaire général du festival, Traoré Salif dit Assalfo, lead vocal du cérébricisme groupe Magic System. Il était important que nous tenions forcément ce festival, ce FEMUA 13 là. Beaucoup ont demandé qu'on l'annule, mais j'ai dit on ne va pas l'annuler parce que c'est ça aussi, la détermination doit nous amener à être confrontés à certaines difficultés et à les combattre et à les vaincre. Le FEMUA, depuis quelques années, maintenant est ouvert à d'autres cultures, ce qui justifie la présence d'un pays hôte sur le plan culturel. Pour cette 13e édition, le Sénégal, pays de la Teranga, est l'invité d'honneur. Le Sénégal étant à l'honneur, le Sénégal sera visible sur les différentes plateformes qui seront utilisées dans le cadre de ce FEMUA. Et c'est un élément aussi de promotion et d'attractivité touristique de ce point de vue. D'ailleurs, nous avons pris les dispositions appropriées de notre côté pour inviter les différentes autorités ministérielles qui sont concernées, ou en tout cas dont les secteurs pourraient être intéressés par l'organisation de ce FEMUA. Le FEMUA, c'est aussi la célébration de la matérialisation, la coopération entre l'Europe et l'Afrique, vieille de plusieurs décennies. Une coopération qui se veut aujourd'hui gagnant-gagnant. Cette alliance doit se construire sur autre chose, par le jeune, par un échange, par la culture, par une compréhension de différents pays, de différentes cultures. La culture, c'est vraiment un facteur de cohésion. Et ça permet, surtout aux jeunes aussi, de s'échanger, de comprendre notre culture. Plusieurs artistes, dont Kofi Olomide, Flobi, Kajim, sont attendus sur le podium à Anoumabo et à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Dans le reste de l'actualité, en bref, présidentielle en Zambie, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi lors d'un scrutin marqué par des violences préélectorales et le déploiement sans précédent de l'armée. En Algérie, les incendies continuent de faire rage. Le dernier bilan fait état de 69 morts, dont 28 militaires envoyés pour contrer la progression des flammes. 12 soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le feu est attisé par la chaleur extrême qui touche le Maghreb. C'est la Kabylie qui paie le plus lourd tribut où plus de 70 départs de feu ont été enregistrés par les autorités. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Paix dans vos foyers.